Yokoya est un pauvre type solitaire et malheureux, sa maison est un vrai taudis. Mais tout change quand une ancienne tueuse à gages le supplie de l'engager comme femme de ménage. Il l'accueille, lui apprend à vivre normalement et elle finit par tomber amoureuse de lui. Tout a commencé quand Yokoya a été réveillé par sa sonnette et quand il a regardé qui c'était, il a été surpris de voir une magnifique jeune femme en tenue de soubrette lui demandant de l'employer comme domestique. Yokoya se demande pourquoi elle veut être sa domestique alors qu'elle ressemble à une Megan Fox au top de sa forme et craint qu'elle ne soit là pour l'arnaquer. Quand il l'interroge sur son expérience de domestique, à sa grande surprise, la jeune femme révèle qu'elle était une tueuse à gages pour son ancien maître, qui a un lien avec la mère de Yokoya. Entendant cela, Yokoya devient nerveux et ne veut surtout pas l'irriter. Alors, pour lui faire plaisir, Yokoya l'interroge sur ses techniques d'assassin. Dehors, la jeune femme lui montre comment elle utilise des couteaux de lancer pour atteindre les points vitaux d'une cible. Elle exprime sa fierté pour ses compétences, mais Yokoya, honnête, lui dit qu'il n'a pas besoin de ses services et la refuse comme domestique. Entendant cela, la jeune femme accepte le refus avec grâce, s'excuse de l'avoir dérangée et s'en va. En chemin, la domestique est triste de ce refus, ne sachant plus quoi faire de sa vie. Mais Yokoya l'interpelle, tenant une clochette qu'elle a oubliée et qui lui appartient. Soudain, un camion fonce sur Yokoya, prêt à l'envoyer ad patrem. Mais la jeune femme fonce vers lui et le sauve d'une mort certaine. Cependant, elle est gênée et s'excuse maladroitement, avouant n'avoir jamais sauvé personne et que son cœur bat la chamade. Il lui tend la clochette, elle le remercie avant de repartir, mais Yokoya l'arrête et lâche qu'il a en fait besoin d'aide pour nettoyer sa maison. Après être rentré chez lui, Yokoya est choqué de voir le nombre de couteaux qu'elle possède et la domestique s'emballe en expliquant que les couteaux sont l'outil par excellence, mais Yokoya la coupe court, disant qu'il a besoin d'aide pour le ménage, pas pour couper des membres. Elle comprend mal, pensant qu'il veut qu'elle nettoie le cadavre de son voisin, mais il explique vite qu'il a besoin d'elle pour les tâches ménagères habituelles. Entendant cela, elle demande s'il l'engagera si elle peut faire son ménage, et quand il dit oui, elle se met au travail. 10 minutes plus tard, Yokoya la voit trempée, tenant une serpillière cassée, un seau coincé sur la tête. Elle s'excuse sans cesse, puis glisse sur le sol mouillé, mais elle se retourne en plein vol et atterrit sans mal, bien que le seau lui cogne encore la tête. Réalisant qu'elle est peut-être maladroite, Yokoya lui retire le seau, lui donne une serviette et lui dit que c'est normal d'apprendre doucement avec son aide. Des heures plus tard, la maison est impeccable et Yokoya loue ses efforts. Il regarde l'heure et lui demande si elle sait cuisiner, mais quand elle dit non, il la rassure, lui dit que c'est bon et de prendre un bain pendant qu'il prépare le dîner. Dans la salle de bain, la jeune femme pense à Yokoya et à la gentillesse avec laquelle il la traite. Pendant ce temps dehors, Yokoya lutte pour garder son calme et son Willy sous contrôle, imaginant la jeune femme dans sa baignoire. Il s'attend à la voir sortir enveloppée de serviettes, mais elle apparaît entièrement habillée, le décevant. Ensuite, il prépare le dîner et la jeune femme montre ses talents au couteau en coupant les choux, impressionnant Yokoya. Quand Yokoya sort du porc frit qu'il a acheté au marché, la jeune femme est confuse par ce que c'est et Yokoya est surpris d'apprendre qu'elle n'en a jamais mangé. La domestique explique qu'elle a toujours mangé la nourriture comme un simple carburant sans se soucier du goût, mais cela allume un feu sous les joues de Yokoya, qui est maintenant déterminé à faire exploser ses papilles. C'est alors qu'il réalise qu'il ne lui a jamais demandé son nom et elle explique qu'elle n'en a pas, étant généralement nommée par son employeur. Étant son nouvel employeur, Yokoya décide d'attendre avant de lui donner un nom. Mais la jeune femme est tiraillée, voulant secrètement qu'il la nomme sur le champ. Ils mangent ensuite, et alors qu'elle déguste le porc frit, de vieux souvenirs surgissent et elle ne peut toujours pas décider ce qu'est le goût. Mais contrairement à avant, elle sent l'amour et la chaleur du repas se répandre en elle. Elle dit à Yokoya que la nourriture en lui est chaleureuse, mais Yokoya ne l'entend pas et lui dit plutôt qu'il lui a préparé une chambre rien que pour elle. À ce moment, elle réalise que la raison pour laquelle elle veut qu'il la nomme est pour se dissocier de son passé sombre et sanglant. C'est alors que Yokoya remarque qu'elle mange le porc frit seul, sans sauce. Alors il lui tend la sauce tonkatsu pour accompagner son repas. Elle en mange et une seule bouchée l'envoie aux portes du paradis, tant c'est délicieux. Plus tard cette nuit-là, Yokoya se réveille d'un cauchemar en larmes et a faim. Il se dirige vers la cuisine pour manger, mais entend un bruit et craint le pire. Quand il jette un œil, il est surpris de trouver la jeune femme buvant secrètement la sauce tonkatsu à la bouteille. Voyant Yokoya, la jeune femme est gênée et s'excuse, mais Yokoya en rit et propose de préparer à manger. Sur la terrasse, elle avoue l'avoir vu pleurer dans son sommeil et l'interroge sur ses cauchemars. Pensant d'abord qu'un assassin était entré dans sa chambre, elle raconte qu'elle a rêvé de la sauce tonkatsu qui lui parlait et lui offrait du réconfort.
Le premier rêve qu'elle ait jamais voulu prolonger, Yokoya avoue sa peur de l'abandon depuis le départ de sa mère et comment ses rêves le font pleurer. Voulant l'aider, la jeune femme lui offre ses genoux, mais quand Yokoya refuse, la jeune femme suranalyse sa réponse et croit qu'elle ne peut jamais aider les gens, seulement les blesser. Mais ses sombres pensées s'arrêtent quand Yokoya s'allonge sur ses genoux, et quand il lève les yeux, il la voit le regarder doucement avant de s'endormir. Après avoir sauvé Yokoya, elle est tentée par la rapidité de son cœur, ce qui ne ressemble en rien aux innombrables fois où elle a ôté des vies auparavant. À l'époque, son corps agissait toujours par instinct seul et il n'y avait aucune peur. Mais ce moment avec Yokoya était différent et elle veut savoir pourquoi. Le lendemain, elle découpe les déchets de la maison en petits morceaux avant de les mettre dans des sacs. Quand Yokoya entre et lui demande pourquoi, la domestique explique calmement que les couper économise de la place. Il observe les résultats puis admet être impressionné par ces méthodes étranges mais efficaces. Plus tard, il trouve un petit chien hirsute devant la maison avec une note expliquant que le propriétaire était ruiné et l'avait abandonné, supposant que Yokoya était assez riche pour s'en occuper. Yokoya gémit d'incrédulité devant l'irresponsabilité de l'ancien propriétaire et décide de l'adopter, ne voulant pas que ce petit compagnon poilu meure sous la chaleur estivale. Cependant, la domestique n'est pas d'accord avec sa méthode et dit que le sauver par pitié pourrait affaiblir ses instincts, le rendant dépendant et fragile. Elle demande sérieusement à Yokoya s'il est vraiment prêt à prendre la responsabilité d'une autre vie et Yokoya n'hésite pas. Il affirme que, tout comme lui sauvant le chien, la domestique n'a pas sauvé Yokoya par pitié et que leurs instincts humains poussent leur corps à agir avant de penser. Ces mots la touchent profondément et la font lentement apprendre ce que c'est d'être humaine. Yokoya continue d'expliquer qu'il sait ce que l'abandon représente et à cause de cela, il refuse que le chien le vive aussi. Plus tard, alors que Yokoya joue avec le chien, la domestique garde ses distances, observant de l'autre bout de la pièce, mal à l'aise. Quand Yokoya l'invite à essayer de le caresser, son corps se raidit et elle recule instinctivement. Ce n'est qu'alors que Yokoya réalise qu'elle en a peur. Embarrassée, elle admet qu'elle le toucherait si son maître le lui ordonnait, mais Yokoya la rassure vite, disant qu'il ne la forcerait jamais à faire quoi que ce soit. Quand il lui demande gentiment pourquoi elle a peur, elle explique qu'une de ses épreuves d'assassin consistait à survivre seule dans une montagne remplie de chiens sauvages et vicieux. Le souvenir la hante encore et lui a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais refermées. Yokoya compatit et dit que c'est dommage qu'elle ne puisse pas l'aider avec le chien, mais l'entendre déçue la blesse profondément. Après une longue pause, elle prend une profonde inspiration et demande si elle peut essayer de le tenir. Ses bras tremblent alors qu'elle soulève délicatement le petit chien et tout son corps frissonne alors qu'elle se prépare. Quand Yokoya demande ce qui l'effraie le plus, elle montre ses griffes, ses dents et ses yeux. Mais Yokoya est-elle confus, ne voyant qu'un gros mochi dans ses bras? Elle ne comprend pas la comparaison, mais avant qu'elle ne puisse demander, le chien lui mordille le doigt. Elle panique, le jetant presque sur la table, mais Yokoya la calme et réalise que le chiot fait simplement ses dents. Alors ils vont ensemble chez le vétérinaire pour un examen du chien, et pendant que Yokoya s'occupe du vétérinaire, il ordonne à la domestique d'aller à l'animalerie d'à côté pour des laisses et de la nourriture pour chien. Plus tard, en ramenant le chien, la jeune femme confesse que Yokoya ne ressemble à personne d'autre qu'elle ait rencontré dans son monde. Elle exprime comment là-bas, tout le monde ne se souciait que des résultats et de l'efficacité, et l'échec n'était jamais toléré. Mais ici, elle a découvert que Yokoya est patient, doux et indulgent d'une manière qui la déroute. Elle demande à Yokoya de la laisser rester dans son monde, un monde où la chaleur existe, où les erreurs ne sont pas punies de mort et où la survie ne dépend pas de la prise d'une vie. Yokoya lui dit la vérité qu'elle n'a jamais osé dire à voix haute, qu'elle ne veut plus être une assassin mais simplement une fille normale. Cette prise de conscience la terrifie car la violence est tout ce qu'elle a toujours connu, mais maintenant elle commence à voir qu'il pourrait y avoir plus à la vie que l'effusion de sang. Yokoya pointe le magnifique coucher de soleil qu'ils apprécient tous les deux ensemble, puis il admet qu'il avait peur d'elle au début, à son arrivée, mais qu'il voit maintenant qu'elle est une bonne fille qui fait de son mieux. Cette simple phrase ébranle quelque chose de profond en elle et elle lui demande doucement comment elle peut le devenir, et Yokoya lui dit qu'elle devrait commencer par se pardonner chaque fois qu'elle fait des erreurs. Le lendemain matin, le chien se réveille au son de ses compétences divines au couteau sur du chou, et car elle veut faire de l'okonomiyaki pour l'associer à la sauce katsudon dont elle rêve la nuit. Alors qu'elle est distraite par son travail, le chien s'approche d'elle sans être détecté, la faisant sursauter de choc et l'accusant d'être un chien espion. Mais soudain, son ventre gargouille et elle réalise qu'il a faim, alors elle le nourrit et se demande si c'est ça, être normal.
Nourrir des animaux et couper un chou. Elle tend la main pour le caresser, mais Yokoya entre et elle retire vite sa main. Voyant le chien manger, Yokoya la remercie de l'avoir nourri. Puis il frotte le ventre du toutou et sentant sa douceur, il décide de le nommer Mochi, ce que la domestique trouve un beau nom. Il la complimente ensuite pour ses progrès dans son travail de domestique, la qualifiant d'incroyable, ce qui la fait rougir de cet éloge inattendu. Mochi commence alors à sauter partout, désireux de jouer, mais Yokoya dit qu'il ne peut pas car il doit préparer le dîner. Cependant, la domestique dit qu'elle va surveiller et jouer avec Mochi chez lui car elle veut apprendre à faire confiance aux paroles de Yokoya et voir le chien comme lui, un Mochi poilu de bonheur et non le chien de l'enfer. Yokoya lui dit qu'il lui fait aussi confiance et cela lui donne la motivation de repousser ses limites. Avec la confiance brûlant doucement dans sa poitrine, elle tend la main et caresse Mochi. Elle trace ses petites pattes et ses peurs s'estompent lentement. Réalisant lentement que, tout comme Yokoya a appris à lui faire confiance, elle apprend à faire confiance à Mochi. Plus tard, au dîner, elle goûte l'okonomiyaki avec la sauce katsudon et fond de bonheur. Yokoya lui offre une deuxième portion, elle insiste qu'elle est pleine, mais son langage corporel dit le contraire. Alors il lui en refait une et lui dit qu'il est normal d'être un peu égoïste pour les choses qu'on aime. Entendant ses encouragements, elle rassemble le courage d'être égoïste et lui demande de lui donner un nom. Cherchant l'inspiration, il lui demande sa date d'anniversaire et elle dit qu'elle ne sait pas, seulement que c'était en hiver et que c'était un jour record pour la quantité de neige tombée. À ce moment, un nom lui vient et il décide de la nommer Yuki, ce qui signifie la neige. Elle se fige, se souvenant comment un ancien maître l'avait traitée de froide, la comparant à la neige. Mais Yokoya exprime comment il voit la neige différemment. Il dit que la neige est belle et étonnamment chaude, cela trouble Yuki. Alors Yokoya explique que la neige est aussi responsable de la protection des plantes en hiver et meurt quand il est temps pour elle de partir, permettant à une nouvelle vie de fleurir. À ce moment, elle obtient lentement les réponses à toutes les questions qu'elle avait, et elle croit maintenant que si elle reste plus longtemps avec lui, elle pourra trouver plus de réponses et devenir quelqu'un de nouveau. Yuki sourit alors, remerciant Yokoya de lui avoir donné un si beau nom, et quand Yokoya le voit, il lui rend son sourire. Le lendemain matin, Yokoya demande à Yuki de lui percer les oreilles, car il avait peur de le faire seul, et Yuki est heureuse de le faire pour lui. Mais juste au moment où Yuki s'apprête à lui percer les oreilles, elle a peur et recule car elle pense que c'est un travail risqué. Bien qu'elle ait l'habitude de percer des oreilles. Soudain, la sœur de Yokoya apparaît et sonne à la porte car elle veut voir Mochi et elle s'attend à ce que Yokoya ouvre la porte. Mais elle est surprise quand une domestique grande et plantureuse l'ouvre à la place. Plus tard, la sœur est excitée de voir le mignon Mochi, puis elle interroge Yokoya sur la domestique qu'il a engagée. Yokoya explique tout sur Yuki à sa sœur et celle-ci ne peut pas regarder le visage de Yuki car elle aime les belles personnes. Quand Yuki les interroge, la sœur de Yokoya se présente comme Riko et les filles font connaissance. Yuki raconte à Riko comment Yokoya lui a donné un nom, ce qui la stupéfie. Yuki explique ensuite tout sur son passé d'assassin et cela impressionne Riko car elle ne peut pas croire qu'une belle fille comme Yuki puisse être une assassin. Alors elle la supplie de signer son carnet pendant que Yuki signe celui de Riko. Riko ne peut s'empêcher d'admirer son apparence, puis elle est surprise de voir la vilaine écriture de Yuki. Yuki leur dit qu'elle n'écrit pas bien mais qu'elle est douée pour communiquer car elle voyage beaucoup, ce qui lui permet de parler une douzaine de langues. Riko ne se soucie pas de la vilaine écriture de Yuki et cela lui donne une idée. Riko dit à Yuki qu'elle veut qu'elle soit son projet de recherche d'été car Yuki est une belle domestique qui est une assassin. Ils se sont déplacés dans le jardin car Riko veut voir le côté assassin de Yuki. Et là, Yuki montre ses talents de lanceuse de couteaux, ce qui laisse Riko stupéfaite. Yuki commence à dire à Riko où elle range ses couteaux, mais Yokoya l'arrête car cela mène au fanservice. Plus tard, Riko continue d'examiner et d'interviewer Yuki avec une intense curiosité, mais le moment est interrompu par le gargouillement de l'estomac de Riko. Yokoya suggère qu'ils déjeunent tous ensemble. Alors Riko demande à Yuki quel est son plat de spécialité et Yuki dit timidement qu'elle n'aime pas appeler ça un plat, bien qu'elle soit prête à montrer ses talents de coupe. Quand elle le fait, Riko est une fois de plus émerveillée. Les trois finissent par aller dans un fast-food où Riko parle avec enthousiasme du prochain festival d'été. Cela rappelle à Yokoya le senbei à la sauce que Yuki aime tant. Et quand il le mentionne, Yuki commence immédiatement à baver à cette pensée et ils décident tous d'aller au festival d'été ce soir-là. Ce soir-là, les trois profitent du festival ensemble et Yuki essaie de montrer ses talents de tireuse à un stand mais échoue lamentablement. Sans se décourager, elle passe à la démonstration de ses talents de capture, ce qui impressionne Yokoya et Riko. Yuki apprend même à Riko l'astuce pour attraper un poisson, étonnant tellement le propriétaire du stand qu'il commente la merveilleuse sœur que Riko a.
Ensuite, ils s'arrêtent à un stand vendant des snacks recouverts de sauce katsudon et Yuki peut à peine se contenir et dévore le tout en quelques secondes comme un écureuil, émouvant profondément le propriétaire du magasin qui lui donne une portion supplémentaire gratuitement. Plus tard, Riko s'absente brièvement pour acheter des boissons, laissant Yokoya et Yuki seuls. Pendant qu'ils attendent, Yokoya demande si Yuki a déjà été à un festival auparavant et Yuki explique qu'elle n'a jamais vraiment apprécié les festivals car elle a déjà commis un assassinat pendant l'un d'eux. Les souvenirs refont surface vivement et Yokoya remarque immédiatement le changement dans son expression. Riko revient bientôt avec des boissons juste au moment où des feux d'artifice explosent dans le ciel et Yuki regarde avec émerveillement. Voyant des feux d'artifice pour la première fois de sa vie, les trois regardent en silence, complètement captivés, jusqu'à ce que Yokoya ouvre accidentellement sa boisson trop fort dans son excitation, les faisant tous éclater de rire. Alors qu'il rentre plus tard, Riko joue le rôle de grande sœur pour Yuki, la prévenant de ne pas manger trop de snacks à la sauce katsudon. Soudain, une moto les dépasse à toute vitesse et sans réfléchir, Yuki attrape Riko et la met hors de danger. Yokoya panique un instant, mais Riko est indemne grâce à la réaction rapide de Yuki. La fureur s'empare de Yokoya quand il réalise que le motard est un voleur qui a failli écraser sa sœur. Il fulmine sur le fait qu'une telle personne mérite d'être punie ou même assassinée sans réaliser à quel point ces mots sonnent comme un ordre. Yuki réagit instantanément, sprintant après le voleur et le pourchassant. Yokoya et Riko la suivent, Riko étant impatiente de recueillir plus de matériel pour sa recherche. Dans une ruelle, il trouve le voleur déjà capturé, gisant au sol, terrifié, tandis que Yuki le domine. Yokoya craint qu'elle ne décapite l'homme et essaie désespérément de l'arrêter, mais Yuki ne fait que lui donner une claque sur son casque en guise de punition, ce qui est suffisant pour l'effrayer. Un soulagement envahit Yokoya quand il réalise que Yuki n'est pas redevenue une assassin devant lui. Il l'aide à rentrer chez elle alors qu'elle retrouve lentement son état normal. À cause de tout ce qui s'est passé, Yokoya insiste pour raccompagner Riko chez elle aussi. Riko accepte et parle avec enthousiasme de son impatience de présenter sa recherche d'été sur Yuki et cela l'amène à demander si Yuki est déjà allé à l'école. Riko lui explique avec enthousiasme la vie scolaire mais est interrompu par un message de sa mère à propos d'un ragoût qu'elle a fait, rendant Riko instantanément affamé. Après avoir entendu parler de l'école, Yuki dit doucement à Yokoya qu'elle veut vivre une vie normale et aller à l'école aussi. Alors Yokoya l'encourage à essayer de postuler. Quand les vacances d'été se terminent, Yokoya retourne à l'école pour le nouveau semestre, s'inquiétant que Yuki soit seule à la maison. Son inquiétude est interrompue quand un ami mentionne une nouvelle fille qui adore se déguiser en domestique, laissant Yokoya stupéfait. Il se demande quand il devrait dire à ses amis que Yuki est en fait sa domestique, mais décide de garder le silence pour l'instant. C'est alors que le professeur entre dans la classe et annonce qu'un nouvel élève les rejoint et à la grande surprise de Yokoya, c'est Yuki. Yuki se présente ensuite comme la cousine de Yokoya et utilise son nom de famille, le choquant. Avant même qu'il ne puisse le réaliser, elle s'assied calmement devant lui et l'appelle nonchalamment son maître, plongeant instantanément toute la classe dans le chaos alors que leurs camarades regardent avec incrédulité, pensant qu'ils sont le genre de cousins qui gardent leur lignée liée dans la famille. Après l'école, Yokoya confronte Riko, sachant déjà que c'est elle qui a inscrit Yuki à son école. Riko l'admet fièrement sans hésitation et elle explique que Yuki apprend vite et qu'elle aime l'aider avec ses devoirs, ce qui lui a donné l'idée d'inscrire Yuki à l'école. Yokoya n'arrive toujours pas à croire que sa propre sœur ait mis sa domestique dans la même école et la même classe que lui, le laissant se demander pourquoi Yuki a choisi son nom de famille et comment elle a réussi à être placée juste à côté de lui. Yuki explique calmement qu'elle s'est occupée de tout en contactant ses relations souterraines et que l'histoire de la cousine était l'idée de Riko qui voulait lui faire une surprise. À ce moment-là, Yokoya n'a plus rien à dire et est contraint d'accepter la réalité que sa femme de ménage est désormais sa camarade de classe. Il encourage donc Yuki à profiter de sa vie scolaire à ses côtés. Le lendemain, Yuki remarque que ses camarades de classe se précipitent immédiatement en bas dès le début de la pause déjeuner, tous excités par quelque chose appelé le pain Katsuda. Yokoya demande à Yuki ce qu'elle veut pour le déjeuner et elle lui dit qu'elle veut du pain Katsuda, curieuse de savoir ce que c'est. Yokoya lui explique ce qu'est le pain Katsuda, ce qui l'étonne et lui donne encore plus envie d'en avoir un. Il explique aussi que tous les élèves essaient d'en obtenir car c'est extrêmement rare, rappelant à Yuki quelque chose que son ancien maître lui avait dit. Soudain, Yuki utilise ses compétences d'assassin pour atteindre le toit de l'école, cherchant à localiser le pain Katsuda. Yokoya veut l'arrêter, mais quand il voit son visage pratiquement bavé comme une fille gourmande devant la vitrine d'une pâtisserie, il réalise que rien ne peut l'arrêter et décide de la laisser faire. Quelques instants plus tard, Yokoya est témoin de la première vague de la brigade Katsuda. Un groupe d'élèves sprintant vers la boutique Katsuda pour s'assurer un morceau de ce maître rare. Il imagine déjà son avenir s'effondrer alors que ses camarades de classe découvrent les capacités d'assassin de Yuki.
Mais à sa surprise, Yuki atterrit en toute sécurité et passe complètement inaperçue. Elle est la première personne dans la boutique et achète avec enthousiasme quelques articles, ravie de goûter enfin ce pain que tout le monde dit rare. Plus tard, Yuki et Yokoya déjeunent sur le toit et Yuki s'excuse de n'avoir eu qu'un seul pain Katsuda à cause des règles, mais Yokoya ne se soucie pas du pain ordinaire qu'elle lui a acheté et insiste pour qu'elle savoure le pain Katsuda elle-même. Il explique qu'il en a déjà mangé un auparavant et ne peut se résoudre à prendre le pain qu'elle a eu tant de mal à obtenir, surtout quand il voit à quel point elle est excitée. En mangeant, Yuki lui offre soudainement une bouchée du pain Katsuda et Yokoya rougit immédiatement. Au début, il refuse, mais Yuki insiste et il prend finalement une bouchée du pain qu'elle lui donne, devenant encore plus rouge. Plus tard cette nuit-là, Yokoya et Riko parlent de la fréquence à laquelle Riko est restée dormir ces derniers temps. Riko explique qu'elle adore vivre là, parce que Yuki est comme la sœur qu'elle a toujours voulu. Elle admet qu'elle a déjà imaginé Yokoya comme sa sœur, quelqu'un à qui elle pourrait parler de romance et de choses de filles. Riko suggère nonchalamment que Yokoya et Yuki devraient se marier un jour pour que Yuki devienne sa vraie sœur. Yokoya rejette immédiatement l'idée, mais Riko lui dit que Yuki a des sentiments pour lui. Yokoya le nie et évoque l'incident du pain Katsuda comme preuve, mais Riko sourit, soulignant à quel point le moment était en fait romantique, faisant réaliser à Yokoya que Yuki pourrait vraiment avoir des sentiments pour lui. Juste à ce moment-là, Yuki apparaît soudainement et demande de quoi il parle concernant le mariage. Yokoya essaie de changer de sujet, mais Riko dit sans détour à Yuki qu'elle veut qu'elle devienne sa sœur officielle. Riko demande ensuite si Yuki aime Yokoya et Yuki dit avec confiance qu'elle l'admire, laissant Yokoya stupéfait sachant qu'il a été friendzoné. Plus tard, les trois mangent des fruits recouverts de sauce dans le jardin tout en parlant de la beauté du visage de Yuki. Riko demande si elle se maquille et Yuki explique que non. Riko dit que le visage de Yuki est le genre que les autres femmes envient, mais Yuki admet que son apparence ne l'a jamais aidée dans son ancien métier. Riko réfléchit qu'on la trouve rarement jolie, sauf ses parents, mais Yuki la complimente gentiment, disant qu'elle aime sincèrement le visage de Riko, et ces mots touchent Riko plus profondément que prévu. Riko se demande à voix haute si elle pourrait un jour égaler la beauté de Yuki, et Yuki attribue l'éclat de sa peau à la sauce tonkatsu et offre à Riko une tranche de son melon glacé à la tonkatsu. En les regardant, Yokoya pense qu'elles ressemblent à de vraies sœurs et remercie silencieusement Riko d'avoir si bien aidé Yuki à s'adapter à une vie normale. Mais ensuite, Riko le taquine, l'accusant d'imaginer épouser Yuki juste pour être témoin de moments comme celui-ci. Il le nie, mais quand elle lui demande s'il serait heureux d'épouser quelqu'un d'aussi beau que Yuki, il admet que oui. Mais pendant qu'ils parlent, un chat mystérieux les observe tranquillement depuis les buissons voisins. Le lendemain, Yokoya commence lentement à s'endormir en classe. Le professeur le remarque et lui lance un morceau de craie, mais Yuki tranche instantanément la craie en deux, pensant le sauver. Au lieu de cela, la craie fendue frappe Yokoya aux yeux, terrifiant toute la classe alors qu'il voit la craie se briser en plein vol. Yokoya est envoyé à l'infirmerie où il découvre que l'infirmière habituelle est absente et remplacée par une infirmière canon et un peu mauvaise nommée Nida. Il explique ce qui s'est passé et Nida examine ses yeux tout en posant des questions désinvoltes sur Yuki. Elle rit quand il explique que Yuki est sa cousine et remarque que Yuki semble être son type. Soudain, Nida verrouille la porte et pousse Yokoya sur le lit, affirmant vouloir lui enseigner la biologie pratique entre les oiseaux et les abeilles. Oui, Yokoya panique, se sent violée et la supplie d'arrêter. À ce moment-là, Yuki fait irruption dans la pièce pour le vérifier et se fige quand elle voit Nida sur lui. Yokoya se cache immédiatement derrière Yuki et lui raconte ce qui a failli se passer. Nida en rit, appelant cela une blague d'infirmière, et dit à Yokoya de s'asseoir pour qu'elle puisse lui mettre des gouttes pour les yeux. Yokoya hésite, prêt à obtempérer, mais Yuki insiste fermement pour qu'il l'écoute plutôt elle et ordonne à Nida de ne plus jamais l'approcher. Yokoya se souvient soudain de la théorie de Riko selon laquelle Yuki pourrait en fait l'aimer et être jalouse. Ennuyée, Nida les congédie et les met à la porte, disant que la blessure est mineure. Alors que Yuki raccompagne Yokoya, elle s'excuse et dit qu'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Son cœur s'emballe, s'attendant à une confession, mais au lieu de cela, elle révèle que Nida est aussi une assassin. Ailleurs, le chat mystérieux d'avant s'approche de Nida et lui montre des images de la maison de Yokoya. Avec un sourire tordu, Nida commence à planifier son prochain coup. Depuis toujours, Nida a rêvé de vivre une vie somptueuse et insouciante, entourée d'hommes qui la traiteraient comme Bonnie Blue. Mais pour atteindre cet avenir, elle croit devoir détruire toute la famille et les amis de Yuki, car Yuki est la clé qui entrave ses désirs.
Pendant ce temps, de retour à la maison, Yokoya ne peut pas s'endormir, perturbé par le sentiment d'être observé. Quand il ouvre les yeux, il réalise que Yuki le surveille tranquillement. Quand il l'interroge, elle explique qu'elle doit agir comme son garde du corps pendant un certain temps car quelqu'un pourrait essayer de les attaquer pendant qu'ils dorment. Yuki s'inquiète pour sa sécurité, mais Yokoya se retrouve encore plus inquiet pour elle et par le fait qu'il ne peut pas se détendre avec elle dans la même pièce. Alors, pour l'aider à mieux dormir, Yuki décide de s'allonger à côté de lui pensant que sa présence le calmera. Au lieu de cela, Yokoya devient encore plus éveillé, douloureusement conscient qu'une fille aux mensurations généreuses dort juste à côté de lui. Alors que ses pensées s'emballent, il se demande si l'assassin qui les poursuit cible en fait Yuki. Elle l'assure calmement qu'elle peut gérer l'assassin même en dormant et qu'elle ne s'attend pas à une attaque immédiate. Pourtant, elle choisit de rester éveillée et de veiller sur Yokoya, voulant s'assurer qu'il est en sécurité. Elle explique que c'est lui qui lui a appris la gentillesse après la vie sombre qu'elle a menée et cela seul le rend précieux à ses yeux. Yokoya comprend ce que Yuki essaie de dire, mais ces mots ne font que le rendre plus anxieux. Au fond de lui, il se sent impuissant, incapable de la protéger ou de partager son fardeau, et cette impuissance pèse lourdement sur lui. Yuki le remarque et le garde discrètement à l'esprit, espérant qu'un jour il trouvera un moyen de l'aider. Quand Yokoya décide d'ouvrir la fenêtre, Yuki se déplace instantanément devant lui, l'ouvrant elle-même car elle craint qu'il n'y ait un sniper à proximité. Au moment où la fenêtre s'ouvre, elle sent l'odeur de la sauce Katsuda flotter dans l'air et elle sait immédiatement que cela ne vient pas des voisins. Yuki aiguise ses sens et remarque quelque chose d'étrange. Un diffuseur d'arômes a été placé près du portail d'entrée, clairement destiné à les distraire. À cet instant précis, elle sent quelqu'un derrière elle. Elle réagit instantanément, tentant d'assassiner l'intrus, mais elle est déjà trop tard. Elle voit Nida tenir Yokoya en otage et elle se moque de Yuki, affirmant qu'elle a perdu son tranchant, mais sa confiance vacille quand Yuki la menace soudainement dans une autre langue. Réalisant qu'elle ne peut pas vaincre Yuki de front, Nida lance un ultimatum. Yuki doit la rencontrer à l'école cette nuit-là où elle retrouvera Yokoya en morceaux au fond d'un lac. Après que Nida s'échappe avec Yokoya, Yuki sait immédiatement ce qu'elle doit faire, se rappelant les mots de son mentor. Son premier instinct lui dit d'assassiner Nida et d'abandonner tout le reste. Mais ensuite, elle se souvient de ce que Yokoya lui a dit un jour et comment il ne peut pas vivre sans elle. Ce souvenir change sa détermination et elle décide d'une voie différente. Plus tard cette nuit-là, Yokoya est ligoté au milieu du terrain de l'école par Nida, mais malgré sa situation, il ne ressent ni peur ni désespoir, croyant fermement que Yuki viendra le chercher. Nida est impressionnée par son courage, mais elle s'en moque. Pour elle, il n'est rien de plus qu'un appât dans le piège qu'elle a tendu à Yuki. Pendant qu'ils attendent, Yokoya interroge Yuki sur son passé, remarquant que Nida continue d'appeler Yuki Shuei. Nida explique que Yuki était autrefois un monstre pendant ses jours d'assassin, exceptionnellement doué et impitoyable, ce qui lui a valu d'être recruté dans les 9 dragons. Nida révèle que Yuki était le 4e membre des 9 dragons, connu sous le nom de Shui, le loup blanc, et les 9 dragons sont une organisation d'assassins d'élite, et assassiner quelqu'un d'aussi tristement célèbre que Yuki rendrait Nida riche et célèbre parmi les assassins. Yokoya refuse de croire que la figure terrifiante que Nida décrit est la Yuki qu'il connaît, une douce femme de ménage et une étudiante calme. Nida convient que Yuki a changé, mais une chose la dérange profondément, la façon dont Yokoya a réussi à apprivoiser quelqu'un comme Yuki, transformant le loup blanc en quelqu'un d'obéissant et de doux, presque comme une femme de ménage. Après des heures d'attente, Nida voit enfin Yuki apparaître. Sa présence est tranchante et écrasante, clairement prête à sauver Yokoya et à mettre fin au combat. Yuki se dirige immédiatement vers lui, mais Nida déchaîne un éventail de pièges et d'armes pour la ralentir. Nida tire sur Yuki, mais Yuki dévie sans effort les balles avec son épée, comme dans un film. Alors que Yuki se rapproche, Nida active une mine terrestre sous ses pieds. L'explosion secoue le terrain et le cœur de Yokoya se serre, croyant que Yuki a été assassiné. Nida sourit, convaincue que sa victoire la rendra bientôt immensément riche. Soudain, Yuki émerge de la fumée et des débris, vivante et avançant une fois de plus. Cette fois, Nida révèle son dernier tour sous la forme de fusil de sniper automatisé visant directement Yokoya, programmé pour tirer sur ses bras et ses jambes. Au moment où Yuki bouge, Yuki dit calmement à Nida que Yokoya a encore école le matin et qu'elle veut que le combat se termine rapidement car elle ne veut pas qu'il tombe malade. Nida rit, supposant que Yuki bluffe, mais Yuki se précipite soudainement en avant quand même. Nida active les fusils, seulement pour regarder avec horreur Yuki lancer plusieurs couteaux à la fois, déviant parfaitement chaque balle avant qu'elle ne puisse toucher Yokoya. Paniquée, Nida cherche un autre appareil, mais Yuki détruit instantanément son téléphone, la coinçant complètement.
Désespérée, Nida sort une arme et la pointe sur la tête de Yokoya, mais Yuki lui arrache rapidement l'arme de la main et la projette au sol. Yuki dit calmement à Nida qu'elle a perdu et Nida tremble, s'attendant à ce que le loup blanc l'assassine. Mais au lieu de cela, Yuki lui épargne la vie et libère Yokoya. Avant de partir, Yuki dit à Nida qu'elle a changé pour le mieux et ne veut rien de plus qu'une vie normale. Elle déclare qu'elle fera tout pour protéger la vie paisible qu'elle a enfin acquise. Après leur départ, Nida se souvient des rumeurs sur le monstre qu'était Yuki et réfléchit à ses propres rencontres passées avec elle. Réalisant que Yuki a vraiment changé, Nida rit en elle-même, trouvant la détermination de Yuki étrangement fascinante. Sur le chemin du retour, Yokoya décrit la journée comme excitante et inoubliable, mais Yuki s'excuse soudainement de l'avoir entraîné dans son dangereux passé. Elle propose de le laisser derrière elle si cela signifie qu'il peut vivre paisiblement. Mais au lieu d'être d'accord, Yokoya ne dit rien de ses excuses et lui demande simplement de lui enseigner les arts martiaux. Il explique qu'il veut l'aider, même un peu, en tant qu'homme, et ces mots les font sourire tous les deux. Quelques jours plus tard, Yuki prend le contrôle du terrain de volleyball et domine complètement le match. Son athlétisme laisse toute l'école bouche bée. Et tandis que les admirateurs transis sont hypnotisés par elle, ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un d'aussi incroyable qu'elle pourrait être lié à un perdant comme Yokoya. Mais Yokoya prête à peine attention à leur incrédulité. Son esprit bourdonne encore d'excitation à cause de ce qui s'est passé quelques heures plus tôt. Alors qu'il cherche secrètement sur internet toute trace du passé de Yuki, un ballon de volley frappé par Yuki vole soudainement droit vers lui. Et avant qu'il ne puisse le frapper, Nida attrape le ballon en plein vol, sauvant sans le savoir son avenir. Yokoya se souvient comment, quelques semaines plus tôt, Yokoya et Yuki avaient confronté Nida, et Yokoya avait immédiatement remarqué que Nida avait changé d'apparence. Là, Nida se présente comme Grace, la nouvelle professeure de sport de leur école, et sa nouvelle cousine, blonde et pulpeuse, fan de l'Alabama. Grace remarque en plaisantant que Yokoya semble préférer les cheveux longs et noirs comme ceux de Yuki, ce qui l'embarrasse instantanément. Yuki exige de connaître les intentions de Grace, toujours sceptique à son égard. Grace explique alors qu'elle comprend les sentiments de Yuki mais déclare qu'elle n'a plus aucun désir de les éliminer, ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, elle est fascinée par l'idée qu'une assassin légendaire comme Yuki puisse devenir si profondément dévouée à un perdant pathétique comme Yokoya. Elle propose un cessez-le-feu, offrant de garder ses distances et d'assurer leur sécurité en échange d'être autorisée à rester à proximité et à observer. Comme dernière incitation, elle ajoute une condition irrésistible à Yuki, lui offrant du pain à la sauce Katsuda illimité pendant 3 mois, ce que Yuki accepte instantanément. Yokoya se sent un peu incertain de leur accord, mais Yuki promet que si Grace essaie de lui faire du mal à nouveau, elle viendra personnellement le sauver. Grace remarque que Yuki la traite comme un personnage secondaire, ce qui éveille sa curiosité et lui donne envie de les observer de plus près. De retour en classe, Yokoya dit à Grace de garder ses distances car elle se tient beaucoup trop près de lui. Mais Grace s'approche délibérément quand même, espérant provoquer une réaction de Yuki. Yokoya ne pense pas que Yuki serait dérangé, mais Grace lui dit qu'il se trompe. Et à ce moment-là, Yuki fracasse un ballon presque à travers un mur. Le club de volleyball regarde sous le choc, complètement impressionné par la force de Yuki. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roses s'approche pour dire à Yuki que ses lacets sont défaits, mais Yuki le remarque elle-même en premier. La fille a l'air déçue, souhaitant clairement avoir eu la chance de lui parler. Plus tard, Yuki et Yokoya déjeunent ensemble et Yuki lui dit avec hésitation ce qu'elle ressent à propos de Grace qui se rapproche tant de lui, admettant que cela la met mal à l'aise et la trouble quant à ses émotions. Yokoya réalise rapidement que Yuki est jalouse et lui dit gentiment que ce qu'elle ressent est tout à fait normal. Le réconfort la calme même si elle essaie toujours de se comprendre. Le lendemain, après s'être préparée pour ses fonctions de femme de ménage, Yuki se met au défi de nettoyer les serviettes. À sa surprise, elle parvient enfin à les rendre douces, quelque chose avec quoi elle luttait depuis des mois. Elle est excitée par cette petite victoire et Yokoya remarque son effort et la félicite, louant son travail acharné même si elle fait encore beaucoup d'erreurs. Après avoir fait la vaisselle, rangé la maison et nourri Mochi, Yokoya demande à Yuki ce qu'elle veut pour le dîner puisqu'il ne leur reste que du chou. Yuki envisage de le râper pensant que c'est la seule option, mais ensuite elle se souvient des côtelettes de porc servies avec du chou râpé et fait immédiatement son choix. Plus tard, le duo se rend au marché local pour acheter les côtelettes de porc et Yuki est complètement hypnotisé par leur vue derrière la vitre. La propriétaire de la charcuterie interroge Yokoya à son sujet et il présente Yuki comme sa nouvelle femme de ménage. Yokoya remarque à quel point Yuki est profondément attirée par les côtelettes de porc et lui dit que ce qu'elle ressent est normal. Comparant cela à ce qu'il ressentait en regardant des héros au cinéma, il remarque ensuite le vieux cuisinier trembler légèrement alors qu'il s'apprête à trancher le porc. Et Yuki est fascinée par lui quand elle voit avec quelle aisance et précision il coupe la viande, presque comme un assassin.
Elle commence à se demander s'il n'était pas lui-même un assassin autrefois. La propriétaire de la charcuterie remarque l'excitation de Yuki et Yokoya explique rapidement qu'elle réagit à la sauce Katsuda. Cela pousse la propriétaire à révéler qu'elle est en fait la fondatrice de la sauce. Yuki commence soudainement à la remercier comme si elle était une idole, une créatrice de génie, expliquant qu'elle mangeait seule et n'appréciait jamais les repas. Mais après avoir découvert une sauce aussi divine, sa vie a changé. Elle explique que la chaleur qu'elle en ressent se répand dans son cœur et la propriétaire de la charcuterie explique gentiment le sentiment que Yuki éprouve, l'aidant à réaliser que cette chaleur ne vient pas seulement de la sauce, mais aussi de Yokoya lui-même. Soudain, le vieux cuisinier sort et touche légèrement l'épaule de Yuki, lui faisant sentir qu'il est vraiment différent. Avant qu'ils ne partent, la propriétaire de la charcuterie leur offre une cuillerée de sauce Katsuda fraîchement préparée, plongeant Yuki dans une pure excitation. Plus tard cette nuit-là, Yuki et Yokoya dînent ensemble et après Yuki fait la vaisselle seule. Yokoya se repose sur le canapé et cherche à nouveau sur internet le passé de Yuki, mais ne trouve rien, ce qui le fait trop réfléchir. Il envisage de demander directement à Yuki, mais décide qu'il doit attendre qu'elle soit prête à le lui dire elle-même. Malgré tout, son désir de mieux la comprendre continue de grandir. Cette nuit-là, Yokoya se réveille d'un rêve dans lequel il pleure sa mère qu'il a quittée. Yuki le rattrape rapidement et lui demande ce qui s'est passé, le calmant. Submergé par l'émotion, Yokoya s'appuie contre sa poitrine, se surprenant lui-même. Alors il se retire immédiatement et se rassoit sur le canapé, troublé. Yuki lui offre alors ses genoux pour qu'il puisse dormir plus confortablement et Yokoya refuse mais laisse tomber accidentellement son téléphone. Quand Yuki le ramasse, elle voit qu'il a cherché des informations sur son passé, la forçant à enfin s'expliquer. Yuki révèle qu'elle n'a jamais vraiment rien su des 9 dragons et elle explique qu'elle était simplement une fille adoptée par son maître qui est devenu assassin parce qu'elle ne voulait pas la décevoir ni perdre le seul foyer qu'elle avait. Yokoya réalise que Yuki n'avait vraiment aucune compréhension de l'organisation que les gens craignent maintenant et Yuki lui dit que son passé n'a plus d'importance car tout ce qu'elle a vécu en dehors du monde des assassins a été merveilleux. Car vivre dans la même maison que Yokoya lui donne envie d'être une fille ordinaire. Yokoya admet qu'il ressent la même chose et que vivre avec elle le rend sincèrement heureux. Voulant se confier en retour, il raconte à Yuki le rêve qu'il vient de faire. Un rêve où une figure héroïque remplace sa mère et l'accueille, et cette figure est Yuki. Le lendemain matin, Yuki commence sa journée de la même manière qu'elle le fait toujours, en se levant tôt, en s'habillant et en se jetant immédiatement dans sa routine habituelle. Elle s'occupe d'abord de la lessive, une tâche avec laquelle elle avait du mal, mais qu'elle a enfin appris à gérer correctement. Ensuite, elle fait la vaisselle, passe un peu de temps à jouer avec Machi et continue le cours de sa journée. L'après-midi venu, elle se rend au marché pour faire les courses. Alors qu'elle traverse la foule, de nombreuses personnes la fixent, attirées par sa beauté saisissante. Une jeune fille l'interpelle finalement en commentant non seulement son apparence mais aussi sa tenue de soubrette, trouvant cela inhabituel pour des gens ordinaires comme eux. Le commentaire surprend Yuki. Quand Yokoya la retrouve, il la voit en larmes. Elle lui raconte ce qui s'est passé et lui parle de sa robe de soubrette. Le lendemain, Yokoya et Yuki se dirigent vers le centre commercial pour lui acheter de nouveaux vêtements. Arrivés au magasin, ils rencontrent par surprise Rico et Grace qui semblent avoir anticipé leur venue. Rico prétend être là pour aider son frère à choisir, tandis que Grace admet sans détour avoir piraté le téléphone de Yokoya juste pour voir Yuki dans d'autres tenues. Soupçonneuse, Rico demande si Grace est aussi une assassine. Au lieu d'esquiver, Grace la prend dans ses bras et confirme, expliquant ainsi comment elle sait toujours où Yokoya et Yuki se rendent. Le groupe se rend dans un quartier commerçant que Rico fréquente. Elle est la première à suggérer des tenues pour Yuki. Yokoya est stupéfait par ses choix. Les vêtements rappellent la tenue de soubrette de Yuki, mais évoquent plutôt le style de la reine Elisabeth dans les années 60. Allez Lizzie, tu peux le faire. Montre-lui comment il t'a remise en selle. Yuki aime cette tenue car elle lui permet de bouger plus librement. Rico est d'accord, disant que la beauté de Yuki est gâchée sous un uniforme de soubrette. Grace choisit ensuite des vêtements. Yokoya insiste pour que Yuki ait au moins une tenue ordinaire. Grace opte alors pour un magasin débordant de tenues que des actrices porteraient avant un tournage avec le grand Johnny Sins. Quand Yuki en sort, elle semble tout droit sortie d'une illustration de la règle 34. Yuki n'est pas contre le choix de Grace, mais elle réalise vite que la tenue rend difficile de cacher ses couteaux. Quand Yokoya lui demande si elle en a encore besoin, Yuki insiste que oui, expliquant que les avoir sur elle l'aident à se sentir calme. Yokoya remarque que Grace et Rico ne prennent pas la situation au sérieux. Cela le frustre car il souhaite sincèrement que Yuki ait des vêtements ordinaires, comme tout le monde. Du coup, ils se rendent dans un magasin de vêtements plus classiques. Yuki y essaie plusieurs tenues, dont un maillot de bain. Les filles admirent chaque modèle, remarquant
remarquant qu'elle ressemble à un mannequin, peu importe ce qu'elle porte. Quand elle demande l'avis de Yokoya, il choisit une jolie robe d'été blanche, pensant qu'elle lui irait à merveille. Grace le taquine aussitôt, affirmant comprendre ses préférences. Plus tard, le groupe visite un magasin d'Halloween où Riko choisit avec enthousiasme des costumes, désireuse de fêter Halloween tous ensemble. Yuki se retrouve déguisée en sorcière, tandis que Grace enfile une tenue de policière ressemblant à une femme flic que n'importe quel homme ne refuserait pas d'arrêter. C'est alors que Yokoya remarque un film de zombies au cinéma et suggère de le regarder tous ensemble. Cela rappelle à Yuki qu'elle a rarement vu de films, ses missions impliquant souvent des assassinats dans des lieux comme les cinémas, et non de regarder le nouveau Sharknado en 3D. Il décide d'y aller quand même. Malgré son passé d'assassin de haut niveau, Yuki est absolument terrifié par le film de zombies. Sa peur est si accablante que même se rappeler ses capacités létales ne la calme pas du tout. Une fois le film terminé, Yuki avoue sa peur. Grace éclate de rire, incapable de croire que quelqu'un comme Yuki puisse être effrayé par des zombies. Yuki explique ne pas comprendre ce que signifie exister en tant que zombie, ce qui la perturbe profondément. Yokoya la rassure, lui disant que les zombies ne sont pas réels et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Finalement, le groupe décide de rentrer. En chemin, Riko et Grace tentent de faire manger des crêpes à Yokoya et Yuki, mais tous deux refusent. À leur insu, une jeune fille aux cheveux roses les observe attentivement de l'autre côté de la rue. Son expression est teintée de jalousie. Soudain, son frère la confronte, la réprimandant d'avoir baissé sa garde et lui ordonnant de poursuivre son entraînement. Sans autre choix, elle le suit, abandonnant ainsi de traquer Yokoya et son petit harem. Alors que le groupe se sépare, Yokoya propose de raccompagner Riko, laissant Yuki seule. Elle s'arrête devant une vitrine et voit son reflet, vêtu des nouveaux vêtements que ses amis lui ont offerts. Elle réalise alors que sa nouvelle vie ordinaire est enfin en train de commencer. De retour chez elle, elle remet aussitôt sa tenue de soubrette, nourrit Mochi et commence la lessive. Soudain, le courant est coupé et Machi s'enfuit, la surprenant et lui rappelant le film de zombies qu'elle a vu. Elle entend des bruits venant de la cuisine, incapable de dire si c'est Machi ou autre chose. Quand une silhouette émerge lentement de l'obscurité, Yuki serre son couteau, se préparant au danger imminent. Pendant ce temps, Yokoya rentre chez lui et remarque un orage approcher, ce qui le pousse à se dépêcher car il s'inquiète pour Yuki, seul à la maison. À son arrivée, il est choqué de voir que Yuki a coupé une partie d'une serviette avec laquelle Mochi jouait, l'ayant prise pour un zombie. Yuki s'excuse immédiatement et promet de la réparer, mais Yokoya remarque qu'elle ne porte pas les vêtements qui l'ont acheté et lui demande pourquoi. Yuki explique que la tenue de soubrette était un cadeau spécial de son maître. Quelque chose qui lui rappelle d'où elle vient et comment son chemin l'a finalement menée à Yokoya. Elle admet que cette tenue n'est pas ordinaire, mais elle souhaite continuer à la porter et lui demande son avis. Yokoya lui dit qu'il ne se soucie pas de ce qu'elle porte ni de ce dont elle a peur. Il la rassure, lui expliquant que chacun a ses propres bizarreries et que le plus important est de rester fidèle à soi-même. Ces mots réchauffent le cœur de Yuki et Mochi aboie en signe d'accord. Quand Yokoya prend Mochi, il réalise que la serviette est la même dans laquelle ils l'ont trouvée enveloppée. Il soupçonne qu'elle porte encore l'odeur des parents de Mochi. Yuki, touchée par cette pensée, devient encore plus déterminée à la réparer. Elle mentionne que tout comme Mochi a sa serviette, elle possède une clochette qui lui rappelle sa sœur. Cela surprend Yokoya qui vient de découvrir que Yuki a une sœur avec les mêmes racines d'assassin et potentiellement la même beauté. Quelques jours plus tard, Yokoya offre des ramen à Grace et Yuki, espérant ainsi en apprendre plus sur la sœur secrète de Yuki. Grace déclare avec confiance ne rien savoir d'elle, mais elle est profondément reconnaissante à Yokoya de lui avoir offert ses ramen. Yokoya est clairement déçue et tente de lui soutirer plus d'informations, mais Grace le coupe net, affirmant que son amour pour les ramen dépasse celui de l'univers entier. Elle continue de dévorer son bol à une vitesse alarmante. Une fois terminée, elle se fige, choquée, en voyant Yuki mélanger ses ramen avec de la sauce katsuda. Grace perd complètement les pédales, hurlant à Yuki de ne pas déshonorer une nourriture aussi sacrée, menaçant même de la faire payer pour son manque de respect envers les ramen. Cependant, Yuki n'en a absolument rien à faire de ce que Grace pense et continue de manger. Plus tard, Yuki réalise qu'elle n'a plus de sauce katsuda. Yuki et Yokoya se précipitent alors à l'épicerie katsuda pour réapprovisionner cette sauce divine. Mais le désastre frappe, le magasin est en rupture de stock, la majeure partie ayant déjà été achetée par des étudiants préparant le festival à venir. La nouvelle frappe Yuki comme un éclair. Elle est horrifiée à l'idée de survivre une semaine entière sans sauce katsuda. Malgré son désespoir, Yuki garde son calme et remercie poliment le propriétaire de l'épicerie, impressionnant Yokoya par sa maturité face à la situation. Sur le chemin du retour, Yokoya réalise qu'il doit remonter le moral de Yuki et cherche un sujet pour la distraire. Il aborde alors prudemment le sujet de sa sœur et à sa grande surprise, Yuki s'ouvre. Elle explique que ses souvenirs de sa sœur et de sa famille sont vagues
vague, ayant passé une grande partie de sa vie seule, mais le seul souvenir clair qu'elle possède est cette clochette, un cadeau de sa mère destiné à elle et à sa sœur. Yuki admet avoir un jour souhaité que sa sœur la retrouve, mais avec le temps, elle a accepté que cela n'arrive jamais. Au final, tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était que sa sœur vive une vie paisible, même si elle ne se retrouvait jamais. Soudain, les amis de Yokoya, Taiga et Kobachi surgissent comme surpris de le voir avec sa cousine d'Alabama, sexy et plantureuse. Taiga sort fièrement son nouveau CD, vantant l'artiste qui doit se produire au festival de Katsuda. Kobachi, lui, se moque de Yokoya pour les avoir abandonnés, préférant traîner avec sa cousine crémeuse. Mais Taiga se tourne pour retenir Kobachi, de plus en plus irrité, et remercie plutôt Yuki d'être là pour Yokoya, soulignant à quel point il est plus heureux dernièrement. Confuse, Yuki demande ce qu'il veut dire, ce qui pousse Taiga à expliquer le passé troublé de Yokoya. Les deux commencent alors à raconter des histoires embarrassantes du passé de Yokoya, le taquinant sur la période où il était un Chunuboyu se prenant pour Jinwoo et même son passé difficile avec son père. Embarrassé, Yokoya plaque une main sur la bouche de Taiga pour l'empêcher d'en dire trop, mais dans le chaos, Taiga laisse tomber accidentellement sa cassette signée. Sans hésiter, Yuki jette son sac à dos en avant pour la sauver, mais ce faisant, sa précieuse sauce Katsuda se répand et éclabousse la rue, la laissant dévastée. Le lendemain, Yokoya entre dans la chambre de Yuki et la trouve aussi traumatisée que les soldats revenus du Vietnam. Yuki explique avoir fait un cauchemar où la sauce Katsuda la haïssait et la rejetait. Elle mentionne qu'il y avait autre chose dans le rêve, mais décide de ne pas en parler. Après avoir souffert du même cauchemar à répétition, Yuki se rend finalement dans la chambre de Yokoya tard une nuit et lui demande si elle peut dormir à ses côtés. Viande épicée. Ouais, mec. Essayant de rester respectueux, Yokoya dit qu'il a encore des choses à étudier, mais accepte de rester avec elle. Alors qu'elle commence à se calmer, elle lui dit qu'il est vraiment une bonne personne, le prenant complètement au dépourvu. Elle lui demande alors soudainement s'il a déjà vraiment haï quelqu'un. Yokoya se confie sur le ressentiment qu'il éprouve envers son père, une amertume enracinée dans son propre passé douloureux. Entendre cela affecte profondément Yuki et ses pensées reviennent à sa sœur et à la clochette. Submergée par l'émotion, elle se retire dans sa chambre, laissant Yokoya mal à l'aise. Cette nuit-là, son rêve prend une tournure bien plus sombre. La sauce Katsuda la blesse encore plus, se moquant d'elle pour avoir abandonné sa sœur et être mal aimée. Il lui dit que la seule chose pour laquelle elle est douée est d'être une assassine et que même ses amis la méprisent secrètement. Le cauchemar se transforme en un souvenir d'enfance. Yuki se souvient d'avoir été louée comme une prodige, parlant couramment 15 langues et possédant un esprit d'ordinateur. À l'époque, tout ce qu'elle voulait, c'était rendre ses parents fiers. Mais l'un de ses anniversaires, alors que la famille célébrait, la sonnette a retenti. Ses parents ont ouvert et n'ont plus jamais été revus, emmenés par des assassins qui ciblaient Yuki pour ses capacités. Après cela, seuls Yuki et sa sœur sont restés. Son chagrin et son traumatisme lui ont ôté ses émotions, la transformant en une arme froide et efficace qui a repoussé sa sœur. Dans le rêve, son ancien maître apparaît, tentant de la ramener à cette vie. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Yokoya la réveille. Voyant à quel point elle est brisée, il la rassure doucement. Mais Yuki le tire soudainement dans une étreinte serrée et l'entraîne au lit. Les pensées de Yokoya s'emballent, se demandant s'il est sur le point de passer à l'acte, mais elle s'accroche simplement à lui, désespérée de réconfort. Réalisant à quel point elle est profondément blessée, Yokoya lui tapote doucement le dos, lui offrant quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Le son régulier de son rythme cardiaque la calme et elle finit par se rendormir paisiblement. Le lendemain, les amis de Yokoya sont choqués d'apprendre que Yuki ne sait rien du festival de Katsuda. Taiga le lui explique alors en détail. Yuki est émerveillé d'apprendre que le grand prix est une bouteille de sauce Katsuda spéciale. Ses yeux s'illuminent immédiatement d'excitation, mais Yokoya et les autres expliquent que la victoire ne sera pas facile. Elle devra réussir dans chaque catégorie et maintenir des notes acceptables, c'est impératif. Yuki leur montre fièrement son dernier score de test, supposant que c'est bon, mais Yokoya explique qu'elle a besoin d'au moins 60 points pour se qualifier et son score est bien en dessous de ce seuil. La panique s'installe, mais les garçons la rassurent. De bonnes performances aux examens pratiques pourraient compenser ce que Yuki est maintenant déterminé à conquérir. Plus tard, Yokoya et Yuki rencontrent Nut Grace derrière l'école où ils échangent discrètement un accord permettant à Yuki d'obtenir un rare pain Katsuda. Grace est stupéfaite quand Yuki la remercie sincèrement, comme si elle avait déjà oublié que Grace avait un jour tenté de l'assassiner. Grace les exhorte à partir vite, affirmant être occupée à noter des examens et ne voulant pas que quiconque soit témoin de leur échange.
Pourtant, elle écoute discrètement leur conversation sur le festival de Katsuda. Voyant une opportunité, Grace sort une feuille d'examen sans nom et affirme qu'elle appartient à Yuki. Réalisant qu'elle a oublié d'écrire son nom, Yuki panique aussitôt. Grace lui dit qu'elle a échoué par défaut, mais propose un marché. Si Yuki accepte d'arrêter d'apporter de la sauce Katsuda dans les restaurants de ramen, elle l'autorisera à écrire son nom sur la feuille. Soudain, une puissante rafale de vent repousse Grace. Et quand elle regarde à nouveau, l'examen de Yuki porte désormais son nom, laissant Grace complètement confuse. Grace s'en va en trombe, frustrée et vaincue. Aucune d'elles ne comprend ce qui vient de se passer jusqu'à ce qu'elle remarque une fille aux cheveux roses tout près. La jeune fille responsable est soulagée en réalisant que son intervention a permis à Yuki de participer au festival de Katsuda, mais quelques instants plus tard, Yuki apparaît et la remercie directement, faisant rougir la jeune fille d'embarras. La jeune fille aux cheveux roses se présente comme Naka Hikage et affirme avec confiance connaître un moyen pour Yuki de gagner le festival de Katsuda. Quelques jours plus tard, Naka s'entraîne dans le dojo familial, battant adversaire après adversaire, comme si elle voulait devenir la prochaine Karate Kid. Au milieu d'un match, un faux pas la fait presque s'écraser au sol, mais son frère Tatsu la rattrape au dernier moment. Tel Eskinor, il lui rappelle la fierté et la responsabilité liées à leur nom de famille, et ces mots fiers la laissent frustrée et honteuse. Cependant, ce que Naka ne voit pas, c'est que sous sa carapace, Tatsu avait peur de faire pleurer sa sœur bien-aimée. Ailleurs, le festival scolaire débute officiellement et l'attraction principale est annoncée, un grand jeu de policiers et de voleurs. Tatsu est choisi pour jouer le rôle du policier, tandis que le reste des étudiants deviennent des voleurs. Presque immédiatement, des soupçons commencent à se former autour de Yuki, qui s'est présentée comme la cousine de Yokoya. Tatsu ne fait pas confiance à sa présence et la soupçonne d'être une ennemie, décidant de la surveiller comme un faucon tout au long du festival. Au même moment, la classe de Yokoya prépare sa contribution au festival, un café animalier. En coulisses, Naka se confie à Yokoya. Elle veut désespérément faire ses preuves dans le jeu, surtout contre son frère, pour lui montrer qu'elle est forte par elle-même. En même temps, elle admet se sentir nerveuse chaque fois qu'elle est près de Yuki et de son aura folle. Mais Yokoya la rassure, lui disant que tout ira bien et qu'ils réussiront bien ensemble dans le jeu des policiers et des voleurs. Soudain, un énorme costume de bouteille de Katsuda fait irruption dans la pièce, plongeant Yuki dans une quasi-hystérie. Mais tout le monde réalise vite que c'est Taiga à l'intérieur du costume. Il exprime sa confiance de tout gagner, surtout sachant que Naka et Yuki sont dans son équipe. Alors que certains étudiants doutent discrètement des capacités de Naka, la trouvant ressemblante à Jigglypuff, il insiste sur le fait qu'elle peut au moins distancer la plupart des gens. Yuki intervient pour encourager tout le monde, promettant qu'avec le travail d'équipe, ils peuvent même vaincre le frère monstrueux de Naka, Tatsu. À leur insu, Tatsu écoute depuis un coin du café. Entendre Yuki encourager sa propre sœur à aller contre lui l'irrite profondément, attisant son désir d'écraser Yuki dans le jeu. Plus tard, le groupe se réunit pour discuter de sa stratégie. Taiga déclare audacieusement qu'il restera dans son costume de sauce Katsuda afin que l'exposition télévisuelle le mette en valeur et qu'il puisse devenir une mascotte adorée. Ce commentaire rappelle à Yokoya que le jeu sera diffusé. Il commence à se demander si Yuki est d'accord pour être filmé. Avant qu'il ne puisse en parler, Riko et Kobachi arrivent. Yokoya explique les règles à Riko qui exprime aussitôt sa déception de ne pas voir Yuki en tenue de lapin. Pendant que tout le monde est distrait, Naka prend enfin son courage à deux mains pour demander quelque chose de personnel à Yuki. Ses nerfs la trahissent et au lieu de demander si Yuki a des amis, elle lâche. « Yuki, voudrais-tu être mon ami ?» Yuki accepte sans hésitation. Sa douce réponse laisse Naka complètement submergée de bonheur. Yokoya suggère alors d'explorer le festival ensemble, mais Naka dit qu'elle a quelque chose à vérifier avant tout. Elle part, pleine d'énergie et reconnaissante, déterminée à protéger le lien qu'elle vient de former avec Yuki, peu importe ce qu'elle pourrait découvrir. Se déplaçant silencieusement, Naka se faufile pour écouter les règles officielles du jeu et ce qu'elle découvre la choque. Alors que l'événement approche, les règles sont expliquées. Tatsu, en tant que policier, doit capturer les voleurs. Ceux-ci peuvent gagner en survivant 15 minutes sans être attrapés ou en libérant un coéquipier de prison. L'invité spécial, Naska, ajoute alors une tournure inattendue. Chaque classe doit concourir en portant les tenues thématiques du festival qui leur sont assignées, soit des costumes d'animaux pour l'équipe de Yuki. Naka se sent coupable de ne pas avoir appris cette règle plus tôt, mais Yuki la rassure, cela n'a pas d'importance. Elles sont désormais amies et en tant que telles, elles affronteront et vaincront Tatsu ensemble. Elle ajoute aussi que son costume d'animal couvre la majeure partie de son visage, ce que Yokoya a délibérément arrangé pour protéger son identité. Pendant ce temps, Tatsu fixe intensément sa sœur. Alors qu'il la regarde, une émotion dangereusement étrange s'agite en lui, amplifiée par son adorable
l'adorable apparence dans son costume. Mais quand Naka se détourne de lui, quelque chose en lui se tord et il dirige sa frustration vers Yuki. Maintenant vêtu d'un costume de loup, il se convainc qu'elle est la raison pour laquelle la distance entre lui et sa sœur s'accroît. Quand le jeu commence enfin, Tatsu explose en mouvement, traversant le terrain avec une vitesse brutale et capturant les étudiants avec facilité. Un par un, les participants sont éliminés jusqu'à ce que seul le trio en costume d'animaux subsiste. Taiga, toujours à l'intérieur de l'énorme bouteille de Katsuda, essaie de jouer les héros, mais il est rapidement maîtrisé et jeté dans la zone de prison. Son attention fixée sur Yuki, Tatsu se jette sur elle et l'attrape, tentant de la jeter en prison, mais Yuki s'accroche à son bras, l'empêchant d'être projeté. Voyant cela, Naka panique, mais le souvenir de Yuki acceptant son amitié lui donne de la force. S'appuyant sur son entraînement de ninja, elle jette des bombes fumigènes et échange sa place avec Yuki en un clin d'œil. Inconscient de ce qu'il a fait, Tatsu envoie sa propre sœur voler dans la prison. La réalisation le frappe instantanément, le laissant déconcerté. Maintenant, Yuki est la dernière voleuse, debout contre Tatsu. Inspirée par le sacrifice de Naka, elle se souvient des mots de Yokoya sur la façon dont les amis peuvent devenir une famille choisie. Yokoya lui-même avait failli abandonner la vie une fois pour finalement être sauvé par l'amitié de Taiga et Kobachi. Et maintenant, Yuki ressent cette même connexion avec Naka. Déterminée à rendre cette gentillesse, Yuki prépare son mouvement final tout en s'assurant que son visage reste bien caché des caméras. Elle charge Tatsu et les deux testent leur force mutuelle, créant une véritable tornade autour d'eux, tant leur puissance est immense. Tatsu accuse Yuki de faire semblant de se soucier de Naka et affirmant qu'elle ne comprend pas ce que sa sœur a traversé. Yuki répond avec une force écrasante, le mettant à terre avant de sprinter droit vers Naka. Elle saisit la main de Naka et lui dit qu'elle comprend enfin, même si ce n'est qu'un tout petit peu, ce que signifie être une véritable amie. Laissant Naka sans voix, bouleversée par la sincérité qu'elle dégage. Avant que Tatsu ne puisse récupérer et frapper à nouveau, le sifflet retentit, signalant la fin de la partie. Yokoya croit d'abord qu'ils l'ont gagné, mais Riko lui fait remarquer que Yuki et Naka sont toutes deux en prison, ce qui signifie que Tatsu remporte techniquement la victoire. Yuki est confuse par le résultat, mais l'équipe de télévision l'approche immédiatement pour une interview. Réalisant le danger, Naka crée rapidement un écran de fumée, et quand il se dissipe, Taiga se tient là dans le costume de loup, tandis que Yuki a enfilé la tenue de Katsuda. Yokoya et les autres agisseront vite, l'escortant loin avant que son identité ne puisse être révélée. Plus tard, Naka s'excuse d'être la cause de leur défaite, mais Yuki lui assure que tout va bien. Elle dit alors à Naka que tout ce à quoi elle pensait était de la sauver et à quel point elle voulait que Naka l'apprécie, ce qui est réciproque pour Naka. Juste à ce moment-là, Tatsu arrive pour appeler sa sœur à la maison et quand il revoit Yuki, sa jalousie s'enflamme, menacée par l'idée que Yuki puisse lui prendre Naka. Bien que confuse par l'intensité de sa réaction, Yuki dit à Naka qu'elle a hâte de la revoir à l'école et cette promesse laisse les deux filles souriantes. Plus tard, Yuki s'assied seule sur le toit jusqu'à ce que Yokoya la rejoigne et il lui demande si elle est contrariée d'avoir perdu la partie. Yuki admet qu'elle se souciait de gagner au début, mais maintenant elle ressent juste des papillons dans la poitrine. Yokoya explique que ce qu'elle ressent est de l'excitation. À ce moment-là, Yuki réalise quelque chose d'important, que dans son ancienne vie d'assassin, elle n'avait jamais eu la liberté d'attendre le lendemain avec impatience, mais maintenant oui, et cela change absolument tout. Quelques jours plus tard, Naka montre ses compétences de ninja à Yokoya et Yuki, et Yokoya la félicite d'être une vraie ninja. Malgré les éloges, Naka dit qu'elle en est loin, et elle admet que comparé à son frère Tatsu, son talent lui semble encore insuffisant. Elle se confie sur ses inquiétudes concernant sa vie de ninja, avouant qu'elle souhaite parfois pouvoir vivre comme une fille ordinaire à la place. Yuki écoute attentivement, puis admet doucement qu'elle ressent la même chose, car elle comprend ce désir de simplicité plus que quiconque. Cette confession partagée les rapproche toutes les deux, et quand Yuki suggère qu'elle reparle comme ça un de ces jours, Naka sourit de toutes ses dents. Le calme est brisé quand Grace apparaît soudainement, lançant immédiatement une pique taquine à Yokoya et le narguant avec Naka dans les parages. Sa liste de femmes s'allonge. Yokoya réplique sèchement, lui disant d'arrêter de dire des bêtises. Mais avant que la dispute ne puisse aller plus loin, un couteau siffle dans l'air et détruit proprement la sucette de Grace. Yuki s'excuse aussitôt d'avoir mal visé, mais tout le monde peut sentir la jalousie derrière ce lancer. Amusée par le calme apparent de Grace, Naka lui demande si elle est comme eux et Grace confirme nonchalamment qu'elle est aussi une assassin, puis lâche une autre bombe en révélant qu'elle sait que Naka appartient à la famille Ninja Hokage, ce qui prend complètement Naka au dépourvu. Yokoya exige de savoir pourquoi Grace est même ici et elle explique qu'elle part bientôt en Chine pour une mission et qu'il y a une chance qu'elle croise le chemin de l'ancienne organisation de Yuki. Elle dit que si cela arrive, elle pourrait découvrir des informations sur la sœur disparue de Yuki.
Après le départ de Grace, Naka demande avec hésitation si Yokoya et Yuki sont un couple. Yokoya panique et se précipite pour le nier, trébuchant sur ses mots, tandis que Yuki reste silencieuse, perdue dans ses pensées. Mais alors, Yuki réfléchit à la façon dont sa vie était plus simple quand elle n'avait qu'elle-même à se soucier. Maintenant, entourée de personnes qu'elle aime, surtout Yokoya, son cœur se sent plus rempli que jamais. Yokoya et Naka sont tous deux émus, mais Yokoya réalise alors que, du point de vue de Yuki du moins, elle le voit plus comme un frère ou un père plutôt que comme un mari. Juste à ce moment-là, la neige commence à tomber, enveloppant l'instant dans un silence paisible. Alors qu'il l'admire, Yokoya reçoit un message de son père, avec qui il est en froid, promettant de revenir pour le nouvel an, et le message assombrit instantanément son humeur. Le lendemain, la cour est complètement couverte de neige et Machi s'y précipite sans hésitation. Suivi rapidement par Yokoya. Il construit un bonhomme de neige et Yuki essaie de faire de même, mais le sien ressemble à un être auquel il manquerait quelques chromosomes. Yokoya le complimente quand même, plaisantant que c'est de l'art abstrait, et il rit jusqu'à ce que Machi percute de plein fouet le bonhomme de neige de Yuki, le réduisant à un triste tas de neige. Yuki essaie désespérément de le réparer, mais quand Yokoya lui dit gentiment que c'est irréparable, elle se sent triste. Juste à ce moment-là, Yokoya reçoit un appel de son père, et une fois l'appel terminé, Yokoya explique qu'il doit se rendre dans sa maison familiale et demande à Yuki de veiller sur les choses pendant son absence. Alors qu'il se prépare à partir, Yuki l'arrête et lui demande de la retrouver plus tard. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Yokoya remarque une petite foule rassemblée à proximité. Curieux, il s'approche et y trouve Yuki vêtue de façon décontractée mais suffisamment éblouissante pour donner à n'importe quel homme l'envie de la demander en mariage. Sans un mot, elle lui enroule une écharpe autour du cou, lui prend la main et l'invite à un rendez-vous. Yokoya lui demande ce qui s'est passé et Yuki admet que Riko l'a encouragé. Mais plus important encore, elle veut juste le réconforter car le voir triste la fait se sentir incomplète. Malgré l'atmosphère romantique, Yokoya lutte intérieurement et il n'arrête pas de se dire que Yuki est trop innocente, trop précieuse pour qu'il puisse la courtiser. Alors que la chute de neige s'épaissit, il commente à quel point il aime la neige et l'ambiance des fêtes. Yuki glousse et dit qu'elle adore entendre ça, surtout que son nom signifie littéralement neige. Et l'âme de Yokoya, Gnarly, quitte son corps en entendant cela. Ensuite, Yokoya prend Riko à part et lui demande si elle pense que Yuki a réellement des sentiments pour lui. Riko dit qu'il est possible que Yuki ne les ait pas encore réalisés, puis suggère immédiatement de faire un quiz de compatibilité amoureuse sur son téléphone. Yokoya en doute, mais Riko insiste, affirmant que cela a fonctionné pour son ami. Elle commence à poser des questions sur la proximité, les moments émotionnels et des sujets parfois douloureusement personnels. Et à chaque oui, Yokoya lui répond. Il réalise lentement qu'il est peut-être bien plus amoureux de Yuki qu'il ne l'a jamais admis. La dernière question demande si Yuki a déjà dit qu'elle l'aimait, et quand il répond non, son score atteint 96%. Riko célèbre comme si c'était une victoire, tandis que Yokoya est perturbé par les 4% manquants. Soudain, Yuki apparaît et Riko suggère immédiatement que Yuki fasse le quiz aussi. Une par une, Yuki répond aux mêmes questions et à chaque fois, elle dit calmement oui. À la dernière question, si Yokoya a déjà dit qu'il l'aimait, Yuki répond avec confiance « Oui ». Yokoya est choqué par sa réponse, tandis que Riko est extatique, réalisant que son frère a trouvé une belle paire de joues. Plus tard, tous les trois se rassemblent autour d'un hot pot et Riko commence à raconter des histoires embarrassantes sur la façon dont Yokoya saccageait la maison juste pour énerver leur père. Yokoya lui dit d'arrêter, ne voulant pas que Yuki entende parler de son passé enfantin, mais quand elle refuse d'écouter, il donne un coup de pied à Riko sous la table mais elle ne réagit pas. Confus, il continue de donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il regarde sous le kotatsu et réalise l'horrible vérité. Il a donné des coups de pied à Yuki tout ce temps. Tous deux se figent et quand Riko demande ce qui ne va pas, ils esquivent maladroitement la question. Riko sourit d'un air entendu et dit qu'ils ressemblent exactement à un couple cachant des secrets ensemble, et ils sont tous les deux complètement paniqués. Plus tard, dans son sommeil, Yokoya revit des fragments de son rendez-vous, mais ces moments se fondent lentement dans des souvenirs d'un passé qu'il pensait avoir enterré. Il se souvient du jour où il a avoué ses sentiments à une fille et a été rejeté. Elle lui a dit qu'il ne l'aimait pas vraiment, qu'il s'accrochait à elle seulement pour échapper à sa solitude. Ces mots se sont gravés profondément en lui, déformant sa compréhension de l'amour lui-même. Même maintenant, il persiste, le forçant à se demander ce qu'il ressent pour Yuki et si ses sentiments sont réels. Yokoya se réveille alors et trouve Yuki endormie à côté de lui. Prudent de ne pas la déranger, il se glisse discrètement hors du lit, ayant besoin d'espace pour se ressaisir. Dehors, il se reproche d'avoir accepté de la laisser dormir à côté de lui après qu'elle l'ait supplié à travers ses cauchemars, sachant que son petit corps a du mal à dormir avec elle à ses côtés. Juste à ce moment-là, Yuki lui demande s'il va bien et Yokoya écarte sa préoccupation avec une faible excuse de nettoyage.
Une excuse qu'il sait ne convaincre aucun d'eux. En s'éclaboussant le visage d'eau, Yokoya s'avoue la vérité. Il a bien des sentiments pour elle. Pourtant, la peur d'être à nouveau rejeté maintient son cœur hermétiquement fermé. Plus tard, Yuki nettoie le sol, s'encourageant silencieusement à faire mieux qu'avant, jusqu'à ce que Mochi sème le chaos, éclaboussant de l'eau partout et la laissant tremper. Même si c'est clairement la faute du chien, elle s'excuse et Yokoya gronde Mochi pour l'avoir mouillé. Pleinement conscient de ce qui s'est réellement passé, quand Yuki enlève ses vêtements pour se sécher, Yokoya aperçoit accidentellement ce qu'il aimerait lui enlever. Paniqué par la facilité avec laquelle elle l'affecte, il se retire immédiatement, fuyant la pièce pour se calmer. Peu importe à quel point il est attiré par elle, il ne peut toujours pas se résoudre à dire quoi que ce soit sur ses sentiments. Quand il revient, il trouve Yuki agenouillée devant lui, prête à le réconforter. Gêné, il lâche qu'il est trop embarrassé pour poser sa tête sur ses genoux, ne réalisant jamais à quel point cette réponse la blesse profondément. Son sourire vacille et puis, sans prévenir, des larmes coulent de ses yeux. Yuki essaie d'arrêter de pleurer, confuse et honteuse par des émotions qu'elle ne comprend pas. Alors que les larmes ne s'arrêtent pas, déconcertée, Yokoya change de sujet et suggère qu'elle prenne un bain pour ne pas attraper froid. Elle hoche la tête en silence et s'éloigne, le laissant seul avec son regret. Dans les jours qui suivent, Yuki pleure plus que jamais. Elle pleure pour de petites choses inoffensives comme des chiens qui aboient ou des feuilles qui tombent. Yokoya ne sait pas comment l'aider et bien qu'elle dorme toujours à côté de lui chaque nuit, il reste toujours éveillé jusqu'au nouvel an. Un jour, Yuki cherche Yokoya mais ne trouve qu'une note disant qu'il est sorti pour un moment. Elle promène Mochi et se dirige vers le marché local pour faire des courses, seulement pour découvrir que tout est fermé pour les vacances. Sans autre choix, elle entre dans un supermarché pour la première fois de sa vie. Un boucher lui offre un échantillon de roast beef et elle en achète avec gratitude pour le dîner. Quand elle rentre à la maison, elle trouve Yokoya en train de faire des okonomiyaki et découvre qu'il a aussi acheté du roast beef. Cette coïncidence remplit à nouveau ses yeux de larmes et Yokoya l'assure rapidement que tout va bien. Quand elle goûte la viande riche couverte de sauce katsuda, elle pleure encore une fois. Cette nuit-là, Yokoya dort sur le canapé, se disant qu'il doit se ressaisir car son père revient le lendemain. Pendant qu'il dort, Yuki drape doucement une couverture sur lui. Le lendemain matin, Riko arrive, pleine d'énergie pour leur célébration du Nouvel An, seulement pour trouver Yokoya encore profondément endormie. Alors ses plans s'effondrent instantanément. Quand Yuki demande ce qui ne va pas, Riko mentionne nonchalamment que c'est l'anniversaire de Yokoya. La révélation frappe Yuki de plein fouet et elle éclate en sanglots une fois de plus, stupéfiant Riko qui ne l'a jamais vue verser une larme. Croyant que quelque chose ne va pas avec ses yeux, Yuki décide de rester à la maison et Riko accepte doucement sa décision. Plus tard, Yuki trouve le téléphone de Yokoya et voit un message de Naka les invitant à visiter le sanctuaire. Voulant y aller, Yuki s'y rend seule et rencontre Naka. Là, elles tirent des fortunes ensemble et la fortune de Yuki avertit qu'elle perdra quelque chose. Sa poitrine se serre alors qu'elle craint immédiatement que cela signifie perdre Yokoya. Assise avec Naka, elle se confie enfin sur sa peur que Yokoya n'ait plus besoin d'elle et à quel point la pensée d'être détestée ou abandonnée est terrifiante. Encore une fois, elle pleure et Naka la réconforte, admettant qu'elle ne peut parfois pas s'empêcher de pleurer. Elle partage un conseil de sa mère. Les larmes ne sont pas toujours une faiblesse, mais parfois juste des émotions qui ont été piégées trop longtemps, débordant enfin. Elle encourage Yuki à tout laisser sortir, promettant qu'un jour son sourire reviendra. Après s'être calmés, elles font leurs vœux et Yuki prie silencieusement pour rester toujours avec celui qu'elle aime. Sur le chemin du retour, elles discutent de ce qu'il faut acheter à Yokoya pour son anniversaire. Et bien que le porc frit soit la première chose qui vienne à l'esprit de Yuki, elle se souvient soudain des figurines d'action soigneusement exposées dans sa chambre. Inspirée, elle se dirige vers un magasin voisin pour voir si elles peuvent trouver quelque chose de similaire. À l'intérieur, elle découvre exactement la même ligne de figurines que Yokoya possède, et Naka fait remarquer que cela fait partie d'un ensemble de machines gacha. Yuki demande comment obtenir la rare variante noire, et Naka explique qu'elle doit continuer à tirer jusqu'à ce que la chance sourie à Yu. Elles essaient de l'obtenir encore et encore en vain, et la frustration la submerge finalement, et elle éclate en larmes, écrasée par le sentiment d'avoir encore échoué. Juste à ce moment-là, un homme quelconque remarque sa détresse et propose son aide. Il explique comment Yuki doit jouer le jeu avec une soif de sang totale et Yuki écoute attentivement en prenant chaque mot à cœur. Yuki s'approche à nouveau de la machine comme si c'était une cible à elle et jure silencieusement de la vaincre. Avec une dernière pièce et une poussée de détermination, la capsule tombe. À l'intérieur se trouve le jouet noir qu'elle voulait et Yuki regarde incrédule avant d'éclater en gratitude, remerciant l'homme comme s'il avait trouvé le remède contre le cancer. Il rit doucement et remarque qu'elle lui rappelle son fils qui pleure toujours quand il perd aussi. De retour à la maison, Riko gifle Yokoya pour le réveiller et le prévient sans détour que leur père revient bientôt.
Encore groggy, Yokoya remarque une note laissée par Yuki et réalise qu'il ne lui en a jamais parlé. Riko le réprimande pour ne pas avoir communiqué avec quelqu'un avec qui il vit, mais Yokoya balaye ça d'un revers de main, insistant que vivre ensemble ne signifie pas toujours tout partager. Ces mots ravivent de vieux souvenirs de Hal. Quand sa mère a disparu, son père est brièvement revenu et Yokoya n'a pas pu s'ouvrir à lui. Froid et distant, son père est reparti peu après, travaillant à l'étranger pendant qu'une nounou l'élevait. Depuis lors, Yokoya n'a jamais trouvé le courage de lui parler honnêtement. Juste à ce moment-là, Naka lui envoie un message et lui raconte la journée désastreuse de Yuki et suggère qu'il essaie de la réconforter. Quelques instants plus tard, Yuki franchit la porte et Riko la salue chaleureusement mais remarque immédiatement sa tristesse. Yokoya commence à parler à Yuki du retour de leur père mais s'arrête à mi-chemin, changeant plutôt de sujet. Au fond de lui, il a peur de la façon dont son père pourrait l'affecter et peur de son propre instinct de la protéger de cette douleur. Pendant ce temps, Riko le félicite d'être enfin assez courageux pour affronter ses peurs. Plus tard, quand leur père arrive, Riko se jette sur lui sans hésitation. Tandis que Yokoya traîne maladroitement derrière. Il présente ensuite Yuki comme la nouvelle femme de ménage et au moment où son père la regarde, il la reconnaît et son vrai nom, Shui. Yuki le remercie de l'avoir aidé plus tôt dans la journée et tandis que Yokoya prépare le café, il observe en silence, stupéfait, les deux parler confortablement. Se remémorant le mentor assassin sous lequel Yuki s'était entraîné, son père offre ses condoléances pour la mort du maître, tandis que Yokoya observe de loin, se sentant comme un étranger dans sa propre maison car leur proximité dans la conversation ne fait qu'accentuer la douleur du départ de sa mère. Quand Riko commence à interroger leur père sur sa connaissance des assassins, il esquive nonchalamment le sujet avec humour, mais Yokoya reconnaît instantanément le schéma. C'est ainsi que son père évite les vérités inconfortables. Cette réalisation le frappe durement et il comprend maintenant que la distance de son père n'était pas seulement de la cruauté, mais c'était du silence, un refus de demander, d'écouter ou d'essayer. Le père annonce alors qu'il repart, mais Riko évoque l'anniversaire de Yokoya et comment il devrait le célébrer. Mais leur père remarque que Yokoya n'a jamais aimé le célébrer de toute façon. Il souhaite un joyeux anniversaire générique à Yokoya, lui tend un cadeau et se prépare à partir. Cependant, Yokoya se souvient de la détermination de Yuki plus tôt dans la journée. Et avant que la voiture ne puisse partir, Yokoya l'arrête et demande si Yuki peut continuer à rester dans la maison. Au lieu de répondre, son père lui retourne la question, lui demandant ce qu'il veut. Pour la première fois, Yokoya répond sans hésitation qu'il veut que Yuki reste. Son père accepte la décision, fièrement silencieux de voir la croissance et le caractère de son fils. La voiture part alors et Yokoya est fier de pouvoir parler honnêtement et protéger Yuki. Juste à ce moment-là, son père l'appelle et demande à parler à Yuki. Il lui demande ensuite ce qu'elle pense de son fils et elle répond sincèrement, disant que Yokoya a été merveilleux avec elle. Le père la remercie, admettant qu'elle est la raison pour laquelle Yokoya commence enfin à changer. Submergé, Yuki commence à pleurer et demande à Yokoya s'il aimerait voir la vue nocturne. Quand il accepte, elle le soulève sans effort et le porte jusqu'au toit. Là, Yuki lui remet son cadeau d'anniversaire qu'elle a tant lutté pour gagner et bien qu'il soit un peu cassé, Yokoya le chérit tout de même. Dans ce moment de calme, il ouvre enfin son cœur, lui parlant de son père, de l'homme qu'il admirait autrefois et comment tout s'est brisé après le départ de sa mère. Pendant 10 ans, il a évité de réparer ce lien, mais avec Yuki, il ne veut pas la même distance. Cherchant ses mots, il lui demande de faire partie de sa famille. Les larmes de Yuki coulent à nouveau, cette fois de bonheur, et elle accepte son offre. Submergée par ses émotions, Yokoya avoue qu'il l'aime, et Yuki sourit et lui dit qu'elle l'aime aussi. Plus tard, dans sa chambre, Yokoya ressent un sentiment de paix après sa confession, mais réalise soudain que Yuki lui a dit qu'elle l'aimait comme un membre de sa famille. Cependant, dans la cuisine, en préparant le dîner, le cœur de Yuki commence à battre plus vite, réalisant que ce qu'elle ressent pour Yokoya est plus qu'un amour familial, mais quelque chose d'encore plus fort. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Team ou Violet Evergarden. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.